Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. On va tout de suite évoquer ce dont je parlais, ces fameuses consultations qui se poursuivent à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour trouver ce Premier ministre. Mais d'abord, une question peut-être plus personnelle. C'est quoi le quotidien d'un ministre démissionnaire? Est-ce que c'est pas déprimant? Vous savez, moi j'ai été élu député de la 2e circonscription des Yvelines, comme 16 de mes collègues du gouvernement. Donc je m'apprête à faire ma rentrée à l'Assemblée. Donc vous dites quoi? C'est plus important en ce moment ce qui se passe à l'Assemblée ou ce qui va se passer à l'Assemblée que gérer un ministère? En fait, vous faites quoi de vos journées? C'est toujours très important ce qui se passe à l'Assemblée, d'autant que j'ai été élu par mes collègues président de la Commission des Affaires étrangères. Donc je prépare activement la rentrée de ma commission. Mais est-ce que vous allez tous les jours au bureau, comme diraient les enfants? J'y vais lorsque c'est nécessaire, lorsque les affaires courantes m'appellent à y venir et à y travailler. Mais comme je vous le disais, l'important pour moi aujourd'hui, c'est de préparer la rentrée de la Commission des Affaires étrangères. Et c'est en tant que président des affaires de la Commission des Affaires étrangères que vous allez aussi vous envoler en Serbie avec le président de la République cet après-midi. À la clé, il y aura un contrat de vente de 12 Rafales. Est-ce que c'est bien raisonnable de vendre des avions de chasse à un pays qui est proche de Moscou et en plus avec un président, le président Vučić, qui est un président plutôt, voire beaucoup belliqueux et qui n'a absolument aucune intention, en tout cas on ne manifeste pas, d'intégrer l'Union européenne? C'est un voyage très important, d'abord pour approfondir notre relation bilatérale avec la Serbie, mais aussi pour accompagner la Serbie, qui est le pays le plus important de ce qu'on appelle les Balkans occidentaux, cette enclave au cœur de l'Europe, dans son chemin vers l'Union européenne. Mais ils en manifestent aucunement l'envie. En tout cas, ce président-là, il n'y a pas de signe fort de son envie d'intégrer l'Union européenne. Bien sûr que si. Vous savez que le peuple de Serbie, le peuple serbe, est porté vers cette adhésion à l'Union européenne. Et si nous ne les accompagnons pas, si nous ne prenons pas la place, par exemple, avec ces Rafales des avions russes qu'utilise aujourd'hui la Serbie, eh bien, cette enclave qui est au cœur, qui est au milieu de l'Union européenne, deviendra un point d'entrée pour l'instabilité sur notre continent et un point d'entrée pour tous les régimes autoritaires de la Russie à la Chine. Je le disais en introduction, 44 jours que Emmanuel Macron recherche désespérément un Premier ministre. Selon un sondage Elab, pour 55% des Français, c'est un problème et une majorité d'entre eux estiment que c'est Emmanuel Macron qui est responsable de la situation. Donc c'est pour quand cette nomination ? Je pense que c'est imminent et je pense. Imminent, c'est quoi? C'est ce week-end? On parle de ce week-end. Je pense qu'il faut que le Premier ministre ou la Première ministre soit nommé le plus rapidement possible pour qu'à son tour, il puisse prendre à tâche des responsables politiques au Parlement pour pouvoir former son gouvernement. Il y a des noms qui circulent, mais il y a surtout des noms qui reviennent. On parle des socialistes, Didier Migaud, qui est l'actuel patron de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On parle aussi de l'ex-premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Est-ce que ces deux-là sont des bons profils? Je pense que le nom des personnes est moins important que leur capacité à rassembler. Il y a une majorité qui peut se dégager à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est celle qui va de la gauche modérée à la droite modérée en passant par le centre. Cette majorité nouvelle, si l'on peut dire, elle est non seulement souhaitable, mais elle est possible. Lorsque l'on regarde les programmes que les uns et les autres ont posés sur la table cet été, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de convergences dans les priorités. Donc moi, j'ai toute confiance dans l'esprit de responsabilité qui doit animer les responsables de ces forces politiques modérées, parce que, rappelons-nous, que le premier enseignement du scrutin du mois de juillet, c'est que 11 millions de nos compatriotes se sont portés sur le Rassemblement national et qu'ils attendent des réponses. Ce que je décrypte, tout ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est en clair, vous dites, oui, les profils de sociodémocrates tels Didier Migaud ou Bernard Cazeneuve sont plutôt les profils recherchés par le président de la République. Et donc, vous faites clairement un appel du pied aux socialistes en leur disant « Soyez raisonnables, aidez-nous ». Oui, et d'ailleurs, j'entends Carole Delga, j'entends François Hollande, j'entends Raphaël Glucksmann, ainsi qu'un certain nombre de leurs collègues qui se placent dans une situation de responsabilité, qui disent « Nous n'allons pas nous dissoudre ». Nous n'allons pas nous compromettre avec les forces politiques que nous avons combattues jusqu'à présent. Mais nous avons une responsabilité qui est celle d'œuvrer dans un esprit constructif pour que les Français ne se tournent pas la prochaine fois vers Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais
Le nouveau Front populaire ne fera ni cadeau ni à Bernard Cazeneuve ni à Didier Migaud. Les socialistes, ils ont d'ores et déjà dit qu'ils censureraient un Premier ministre non issu des rangs du nouveau Front populaire. Donc c'est l'échec assuré. Ça veut dire que le prochain risque de sauter la première motion de censure venue. Dès le budget, peut-être, en octobre. Mais aux dernières nouvelles, François Hollande, Carole Delga et d'autres sont adhérents du Parti socialiste. Et François Hollande, tout à fait ce qu'ils ont dit. François Hollande, c'est quand même le premier opposant à Emmanuel Macron. Il explique que Emmanuel Macron, qui refuse de nommer Lucie Castet, qui était la candidate du NFP, eh bien c'est une erreur institutionnelle. On ne peut pas être plus clair. Oui, mais reprenez ses déclarations récentes. Il dit lui-même que l'attitude qui est celle de la gauche, et en particulier du Parti socialiste, doit être celle de trouver, avec une certaine exigence, bien évidemment, des compromis avec les autres forces politiques modérées, sans se dissoudre, sans se compromettre. Mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas accepté finalement de nommer Lucie Castet? Il y avait une forme de consensus, elle avait au moins derrière elle 193 députés de gauche, plus le bloc centriste. On pouvait imaginer qu'il y aurait eu des accords peut-être sur le programme. Pourquoi avoir pas tenté de la nommer? Je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y avait un consensus autour de la candidature de Lucie Castet. À gauche, oui. Donc encore une fois, ça fait 193 députés. Quelle est la responsabilité du président de la République? Il faut reprendre le discours de Bayeux, du général de Gaulle, qui décrypte notre Constitution. Ce que dit précisément le général de Gaulle, c'est que la responsabilité du président de la République, c'est d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes, pour le premier ou la première ministre, avec l'orientation du Parlement. Le président de la République, s'il avait décidé dans une tour d'ivoire d'un Premier ministre immédiatement censuré, il aurait été tenu responsable d'une forme d'instabilité. Il fallait bien passer par une phase de consultation et s'assurer que la personne désignée ne se trouve pas immédiatement rejeté, chassé de Matignon par une censure. Et c'est donc à partir des informations qu'il a rassemblées lors de ces consultations, qui ont été assez exhaustives, ce matin, c'est encore les responsables des élus locaux qui seront entendus à l'Élysée, qu'il pourra prendre cette décision. Et ensuite, la responsabilité des forces du Premier ministre, ça sera d'engager très rapidement la discussion avec les forces politiques pour trouver un socle susceptible de soutenir son action. Mais à l'aune de ce qu'on vit, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas fait une énorme erreur, voire même une erreur historique, en actant une dissolution? Vous savez, c'est une décision qui lui... Vous êtes content, vous, de cette dissolution? C'est une décision qui lui appartenait et qui n'est pas venue de nulle part. Pas à moi. Non, mais il voulait une clarification. Il voulait une clarification. Lui, il l'a justifié comme ça devant les Français. Il voulait une clarification. Est-ce que vous trouvez que la situation est claire aujourd'hui? Je ne dis pas qu'elle est claire, mais je dis qu'en tout cas, il y a eu, pour partie, une clarification. Les Français ont dit très nettement qu'ils refusaient de donner une majorité absolue au Rassemblement national. C'était l'une des questions qui était posée. Et ils ont désavoué aussi Emmanuel Macron au passage. Mais rappelez-vous que cette dissolution a été décidée juste dans la foulée d'élections européennes qui avaient donné un score historique au Rassemblement national. Mais si les Français ont dit leur refus de donner la majorité absolue au Rassemblement national, ils ont implicitement confié aux autres forces politiques la responsabilité de se comporter d'une manière qui leur permette de trouver des réponses à leurs problèmes sur l'accès aux services publics, sur le sentiment de dépossession, d'abandon et d'injustice, sur tout simplement les attentes très concrètes du quotidien en matière de sécurité, de pouvoir d'achat ou de logement. Sur les futurs alliés, donc vous comptez effectivement sur... on va dire les socialistes raisonnables ou constructifs. Est-ce que vous pensez que la droite, Laurent Wauquiez en l'occurrence, ce sont des alliés qui peuvent être fiables, en tout cas plus fiables que ce qu'on a vu dans la première partie du quinquennat? Vous savez, c'est pour la France une première que de se trouver dans une situation où il n'y a pas de majorité qui se dégage clairement à l'Assemblée nationale. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays européens autour de nous... Oh, mais vous savez bien qu'on n'a pas du tout cette culture-là. Non, mais ce que l'on constate, c'est que lorsque des formations politiques, comme ça a été le cas en Espagne avec Ciudadanos, ont refusé
de composer pour assurer à leur pays une forme de stabilité, pour que le gouvernement puisse gouverner, eh bien, ce sont ces forces politiques qui ont été lourdement sanctionnées lors des scrutins suivants. Et donc j'appelle les dirigeants des formations politiques de la droite à la gauche modérée à garder cet exemple en tête et à se placer dans des dispositions d'esprit constructives et de coopération. Bien, votre appel est passé. Merci beaucoup, Jean-Noël Barrot. Bonne journée à vous.